Alors, fun fact sur Azir, il y a une cinématique qui est sortie que pas forcément tout le monde connaît au moment de l'expansion dans Legends of Runeterra pour ajouter justement Azir et les autres transfigurés. Et dans cette cinématique, on voit une personne qui est en train de traverser le désert, qui se retrouve au milieu de l'affrontement de Nasus et Renekton dans la bibliothèque de Nasus. Et en fait, il a trouvé un artefact. Et en fait, c'est un artefact qui appartenait apparemment. Cet artefact appartenait en gros à la lignée royale et servait un petit peu de preuve comme quoi on était bien l'héritier légitime à l'empire de Shurima. Et quand Azir il est revenu à la vie, il a refait surgir Shurima des sables. Il y avait quand même des gens qui étaient là, oui, mais il n'a pas la relique qui fait de lui l'empereur. Cette relique en fait, il a envoyé différentes personnes le trouver. Il y a justement cette personne-là dans la cinématique qui traverse tout le désert, qui lui ramène. Et donc du coup, avec cette relique, il a enfin pu genre proclamer je suis bien l'empereur légitime de Shurima. Fun fact sur Jax, ça permet de répondre à une question dans le chat à propos de lui. D'où vient le bâton de Jax? Alors dans l'ancien lore, en effet, c'était un lampadaire, et c'était un lampadaire parce qu'il n'avait pas le droit d'utiliser une arme dans la ligue de justice. Mais en fait, ils ont réadapté ça dans le nouveau lore en disant que Jax venait d'Ikatia, qu'il était là au moment où il y a eu la grosse fissure du néant qui était apparue sous Ikatia quand il y a les transfigurés qui sont venus pour mettre fin à la rébellion de Ikatia. Et en fait, à la fin de cette bataille, il a ramassé une arme de mage qui était un flambeau magique qui s'appelle maintenant la dernière lueur d'Ikatia. Et ce flambeau, qui n'est plus un lampadaire du coup, c'est ça qui en fait lui donne sa longévité. C'est grâce à la magie qui est contenue à l'intérieur de cette arme qu'il est toujours en vie, parce que là ça fait quand même 3000 ans, 3500 ans que c'est arrivé tout ça. Et c'est grâce à la magie qui est contenue à l'intérieur de cette arme. Et ce n'est plus un lampadaire, c'est bien une arme magique. Et je crois que ça va être beaucoup plus mis en avant quand ils vont faire le rework visuel de Jax d'ailleurs. Il est prévu pour dans pas longtemps. Celle-là, j'annonce, vous allez kiffer. Fun fact sur les pieds de Briard. Pas le champion, ses pieds. Dans le devlog qui parle du développement de Briard, ils ont spécifiquement parlé de ses pieds. Je vais vous lire la citation. C'est Kindlejack qui l'a dit. C'est un personnage réellement complexe et nous voulions que son apparence reflète visuellement sa personnalité. Son visage et ses expressions communiquent de l'enthousiasme et de l'excitation. Mais ses pieds et sa posture témoignent de son hésitation et son appréhension à l'idée d'entrer dans le monde des humains. Ses mains entravées au niveau des poignets montrent sa faim intérieure. Et en fait, c'est parce que Briard, elle a été créée pour tuer des gens et obéir à des ordres d'aller tuer des gens. Mais petit à petit, elle a découvert qu'elle n'était pas obligée d'écouter les ordres des autres, mais elle pouvait se donner des ordres à elle-même. Et elle s'est découvert sa volonté propre. Au moment d'être libérée, elle commence à découvrir le monde par elle-même, et c'est ça, cette hésitation dont il parle. Sa faim, elle est toujours là, mais elle essaye de la contrôler grâce à son truc justement qui lui tient les mains. Elle n'a pas envie de tout le temps être libre, parce que quand elle est contrôlée avec ce truc qui la tient, elle arrive à penser par elle-même, et ça lui plaît en fait. Elle s'adonne à sa soif et à ses envies meurtriers de temps en temps, mais c'est elle qui choisit quand. Little Jester qui dit du coup elle s'auto-hypnose en un sens, c'est exactement ça, et c'est notamment l'effet de son E. Son E, quand elle pousse son cri là en fait, c'est une forme de méditation, tout comme le W de Maître Yi. Elle médite pour se recentrer et arrêter sa version berserk en fait. C'est exactement ça. Un spell une fois de plus qui est relié au lore du champion, qui a besoin de se focaliser sur elle-même pour faire revenir ses entraves autour du poignet et ne pas tuer tous les gens autour d'elle. J'en ai un super sur Akali. Fun fact sur Akali, le rework de Akali a permis de faire évoluer son lore. Avant son rework, elle faisait partie de l'ordre Kinku, elle était plus jeune, elle avait genre 17 ans, et après son rework, c'est à ce moment-là qu'elle avait quitté l'ordre Kinku, qu'elle avait dit non, j'ai pas envie de devenir le point des ombres, j'ai envie de faire ma propre vie, et elle est devenue l'assassin rogue. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est appelée en dessous de sa biographie, marquée The Rogue Assassin. Et elle est plus âgée, elle le dit d'ailleurs dans une de ses voice lines. The Fist of Shadow was my mom. I do things differently. C'est le point des ombres, c'était ma mère, j'ai fait les choses différemment. Et j'aime bien le fait qu'ils aient fait cette transition avec son rework. Ils ont fait la même chose avec Gangplank, quand ils l'ont rework, ils l'ont fait revenir avec un bras en moins. Donc du coup, avant, elle était beaucoup plus jeune, et là, elle est beaucoup plus âgée. Et d'ailleurs, ses armes ont changé. Avant son rework, elle avait ces deux espèces de... Je sais pas, on aurait dit deux faucilles, et après, elle avait ses kunai et ses shurikens et tout ça. Donc elle a changé d'arme en quittant l'ordre Kinku, et du coup, ça s'est reflété in-game. Du coup, il y a vraiment un parallèle entre le lore et in-game. Et ça, je trouve ça cool.
Fun fact sur Garen, il y a une histoire dans laquelle il confronte une sorcière qui se nourrit des souvenirs des gens. C'est une très vieille sorcière apparemment, on n'en entend jamais parler autre part dans le lore, qui s'appellerait la Dame des Pierres, Lady of the Stones. Et en fait, elle se nourrit des souvenirs des gens, un petit peu comme Vel'Koz y fait aussi. Donc cette sorcière, elle avait capturé un soldat démacien, et il y a Garen qui se retrouve à venir lui porter secours. Et quand il se retrouve face à cette sorcière, elle lui propose un marché. Elle lui propose que s'il arrive à fournir un souvenir assez délicieux par rapport aux autres souvenirs qu'elle avait déjà dévorés, elle libérerait le prisonnier. Garen accepte, mais le truc c'est que la sorcière triche. Quand elle pioche le souvenir dans l'esprit de Garen, elle ne le remet pas. Donc il ne se souvient pas qu'il a ce souvenir, et il ne se souvient pas non plus qu'elle lui a pris ce souvenir. Donc du coup, elle peut se permettre de bouffer autant de souvenirs qu'elle veut. Et en fait, au bout d'un moment, elle arrive au souvenir de la tendre enfance de Garen, des souvenirs vraiment cachés au fin fond de lui, des souvenirs qu'il a mis de côté et qu'il évite à tout prix parce que en fait, c'est des souvenirs de luxe et des preuves qu'elle était une mage. Et il essayait de bloquer ces souvenirs dans sa tête pour ne pas être au courant en fait que Lux est une mage, parce que dans Demacia évidemment c'était une très très mauvaise chose, et en fait il se rend compte que la sorcière triche en volant ses souvenirs parce qu'il perd une espèce de tristesse d'une certaine façon, et au moment où il se rend compte de ça, il l'attaque, il la tue et il libère le prisonnier en question. Voilà, quelque part au fond de lui, Garen a toujours su que Lux était une sorcière, était une mage, mais il repoussait ses souvenirs pour la protéger elle et pour se protéger lui-même. Je précise maintenant, Garen il est totalement au courant que Lux est une mage, avec les événements récents qu'il y a eu dans la cinématique Warriors, pendant l'insurrection des mages de Sylas, la cinématique de Warriors et d'autres événements qui sont passés. Garen il est maintenant bien au courant que Lux est une mage, et il l'accepte, et tout ça. Mais dans cette histoire-là, à ce moment-là, dans le passé, il n'était pas au courant, il se cachait cette information pour la protéger et pour se protéger lui-même. Fun fact sur Gwen. In-game, elle se bat avec des ciseaux et des aiguilles. Elle met des coups de ciseaux et elle balance ses aiguilles avec son ulti, etc. Et dans le lore aussi, quand elle affronte les spectres et les ghouls de la brume noire, parce qu'en fait, son but c'est de stopper l'avancée de la brume noire, et elle se balade à travers une terre. Enfin, quand elle s'est fait réveiller par le morceau d'âme de Isolde, elle a commencé à se balader à travers une terre. Maintenant, elle a rejoint les sentinelles, et donc du coup, elle a un but plus avancé. Mais quand elle se bat contre les spectres, tout ça de la brume noire, elle se bat avec ses ciseaux et avec ses aiguilles. Elle balance ses aiguilles à travers eux, et elle peut aussi invoquer cette brume bleue, la brume sacrée. Et en fait, elle en imprègne ses aiguilles, qu'elle peut faire grandir également, et elle en imprègne ses ciseaux, qu'elle peut faire grandir. Et avant, ses ciseaux, c'était des petits ciseaux. Et en fait, elle les a enchantés avec sa brume bleue et la magie de l'âme de Isolde. On ne sait pas exactement d'où lui vient vraiment sa magie, mais elle est magique, voilà, ça vient de l'amour de Isolde. Avec cette brume sacrée, elle arrive à découper les spectres et les détruire. Parce que les spectres de la brume noire, il n'y a pas tout qui peut les détruire, il n'y a que certaines armes magiques particulières. Il y a les armes des sentinelles et les armes de glace pure, on l'apprend dans une histoire où il y a Olaf qui se bat contre et qui met des coups de hache de glace pure et qui arrive à les tuer. Du coup, c'est très bizarre d'ailleurs que Olaf il ait un skin sentinelle, parce qu'il n'a pas besoin d'armes sentinelle pour péter la gueule au spectre, il suffit d'utiliser sa hache de glace pure. Du coup, il y a certaines autres armes qui permettent de le faire, notamment les armes de Gwen. Quand Thresh absorbe l'âme de quelqu'un dans sa lanterne, il est capable de voir les souvenirs de cette personne, ses pensées, tout en fait. Il absorbe l'essence même de la personne et est capable de voir tous ses secrets. Et grâce à ça, vu qu'il a absorbé des personnes qui ont fait partie de l'ordre des sentinelles, il a appris des choses sur leurs armes, notamment les armes sentinelles qui sont capables de tuer les ghouls et les spectres des îles obscures. Et il s'est servi de ce savoir pour s'en protéger. Et dans une histoire où il accompagne la brume noire jusqu'à Bilgewater, à un moment où Olaf, Lucian, Miss Fortune évidemment et Illaoi sont à Bilgewater, il se retrouve à confronter Lucian sur une colline au-dessus de la ville, et les armes de Lucian ne sont pas efficaces contre lui. Il a une espèce de bouclier qu'il protège. Et Lucian, c'est la première fois qu'il voit ses armes échouer à vaincre un spectre, et Thresh lui explique qu'en fait, il a compris comment fonctionnent ses armes et que ça ne lui ferait rien. Au grand désarroi de Lucian, qui du coup ne savait pas comment vaincre Thresh et qui ne l'a toujours pas vaincu, il a seulement réussi à libérer Senna de sa lanterne bien plus tard.
Je demande un fun fact sur les sbires. Dans le lore, les sbires sensiblement n'existent pas, mais dans Legends of Runeterra, ils ont créé une carte qui correspond aux sbires, qui est là. Là, on voit les sbires qui existent également dans Legends of Runeterra, et c'est une carte qui accompagne Veigar. Apparemment, ce serait des créations de Veigar pour aller faire sa volonté, pour aller, je sais pas moi, des trucs que Veigar il a envie de faire, les trucs méchants de Veigar, attaquer des gens, faire le chaos. Et là on les voit qui traversent un portail. Honnêtement, cette carte-là, il y a des trucs dans Legends of Runeterra qui peuvent être considérés canon, notamment dans Annie qui se retrouve dans le conservatoire Cor Belladone, à la rencontre entre Nidalee et Nico qui est récente, plein d'autres trucs. Mais pour le coup, ça, je pense pas que ce soit canon, je pense pas qu'il y ait des sbires qui ont été créés par Veigar et qui se baladent à travers une terre. J'en doute. Peut-être que je me trompe et peut-être que ce sera un petit easter egg et qu'on retrouvera plus tard dans la MMO. Mais personnellement, je pense pas que ce soit une espèce qui soit existante vraiment dans le lore. Fun fact sur Heimerdinger. Il n'y a pas énormément de lore sur Heimerdinger, mais il y en a un petit peu. Le lore canon diffère de celui de Arcane, comme toujours, et encore plus pour Heimerdinger, parce que dans Arcane, il dit qu'il a quelques centaines d'années, alors que normalement, tous les Yordles qui sont dans le lore canon, ils ont plusieurs milliers d'années. Les tourelles, les petites tours que Heimerdinger invoque in-game, il y a une petite histoire où il explique qu'en fait, à la base, ces petites tours, c'était censé être des lanceurs de balles automatiques pour que les enfants puissent jouer avec. Donc il a un petit journal dans lequel il marque ses avancées sur son invention, et comme quoi au début ça marche pas bien, etc., etc. Et à la fin de son petit journal, en fait, on apprend qu'il y a Rumble qui a aménagé le prototype, qui a apporté quelques améliorations pour en faire une tour qui a permis d'effrayer un géant, de repousser des attaquants. Et c'est à ce moment-là que Heimerdinger il s'est dit que potentiellement Rumble ce serait un bon inventeur. Fun fact sur Zack, il y a une histoire dans laquelle il utilise son passif. Vous savez, son passif où il se divise en petits blobs et après il se remet ensemble et il se donne une seconde vie un petit peu. En fait, dans cette histoire, il ressent plutôt la détresse de quelqu'un dans Zone, parce que la propriété principale de Zack, c'est que c'est une boule de produits chimiques capable de ressentir les émotions des autres. Il les absorbe, un petit peu comme Séraphine. Le principe de l'empathie magique un petit peu, il arrive à ressentir les émotions et les sentiments des gens, même de très très loin. Et il se balade à travers Zone, et il ressent la joie de quelqu'un qui rentre à sa famille, mais il ressent aussi la tristesse et la détresse. Et là, dans cette histoire, il ressent quelqu'un qui a besoin d'aide, qui est en train de se faire agresser. Alors du coup, il vient à son aide, il se transforme en une espèce de liquide, il passe à travers les grillages, il va dans les canalisations, il passe à travers des fissures dans les murs, machin. Il arrive face à 2 ou 3 brutes qui sont en train d'agresser quelqu'un. Et il commence à se battre contre eux. Et il se prend des coups quand même. Bon, il est résistant, ça se lui passe un petit peu à travers. À un moment, il se prend quand même un grand coup d'une arme qui le fait se diviser en morceaux. Et la brute en face de lui se dit « Ah, c'est bon, j'ai réussi à le battre. » Mais en fait, il se recompose et il se soigne avant de recommencer à se battre contre lui et le dégommer et le faire fuir et sauver donc la personne qui avait besoin de lui. Une fois qu'il l'a sauvé, on apprend aussi qu'il a besoin de temps pour se recharger, en gros, une fois qu'il a fait ça. Quand il se fait blesser, il a quand même besoin de régénérer un petit peu ses pouvoirs et ça lui prend un petit peu de temps. Un petit peu comme le cooldown de son passif in-game, quoi. C'est pas mal, j'aime bien quand il y a des parallèles par rapport au spell in-game et dans le lore. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas que grâce au code promo Bubule et Bubule5, vous pouvez avoir des réductions sur vos commandes Holy. Et si vous utilisez mon code, ça permet de me soutenir. Allez, à la prochaine!